Chers compatriotes, collègues, amis, clients, je me suis trompé. Faut avouer, à moitié pardonner. Une erreur s'est glissée dans la vidéo précédente intitulée « Pourquoi mon capteur fait 35 mm ?» À un moment, j'ai voulu partir un petit peu en freestyle avec mon tableau blanc, j'ai commencé à faire des dessins, j'ai commencé à expliquer ce que c'était que le Super 35, le 16/9, et je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Voilà. L'extrait a bien évidemment été supprimé de la vidéo précédente, nous allons revenir sur ces points dans cette vidéo. À l'école, il y avait un petit peu marqué « Peut mieux faire » sur mon carnet de correspondance, où Albert n'est pas discipliné. C'est resté. Voilà. Pardon. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la pellicule, on va parler des formats de films et comment tout ça a influé sur nos croyances collectives, hein, c'est-à-dire l'image cinéma allongée comme ça avec les deux bandes noires. Et vous comprendrez enfin comment tout ça a influencé l'image moderne. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder. Elle est riche en connaissances, en calembours. Enfin bref, allez la voir parce que sinon vous allez rien biter aux 25 prochaines minutes. Nous sommes au début des années 50, l'avènement du cinéma parlant. Tu vas nous raconter ça. Le fait de mettre une bande sonore sur le côté de la pellicule va permettre au dispositif de rentrer dans ce que l'on appelle le format académique 1/375e, puisque la surface utilisée pour la prise de vue sur la pellicule est égale à 22 mm sur 16 mm de large. 22 divisé par 16 égale 1/375e. Les années 50, c'est aussi l'arrivée de la télévision dans nos foyers. Et les studios de cinéma voient pas ça d'un bon oeil. C'est-à-dire que les gens désertent les salles pour aller regarder la télévision chez eux devant un bon panier repas au chaud. Ça fait pas trop l'affaire de la Paramount, 20th Century Fox et des studios de l'époque. Seulement voilà, la télévision a une contrainte majeure. Son système de transmission lui impose un format de diffusion au 4/3. Alors, au départ, c'est pas dérangeant parce que le format 4/3, c'est le format de diffusion du cinéma traditionnel. Et c'est pas si éloigné finalement du format académique sonore 1/375e. Là, on vous met les petits carrés pour que vous puissiez comparer et on peut tout à fait faire rentrer un film au format 1/375e dans un format 4/3. Hein, voilà. J'ai expliqué aussi pourquoi dans la précédente vidéo, on a normé tous ces formats pour la télévision, hein, dans un souci de cohérence, de diffusion, de transmission de libre, de fabrication de matériel, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Alors les studios de cinéma qui ne veulent pas se voir dépouillés de leurs clients commencent à cogiter dans leur coin et essayent d'inventer des nouvelles manières d'attirer le chaland en salle. Viens, spectateur, voir mon film, viens, on est bien, profite du popcorn et de la glace Häagen-Dazs vendue 50 €, prends un leasing pour t'acheter des bonbons. C'est l'arrivée des premiers films en 3D, ouais, déjà dans les années 50, les mecs avaient envie de faire des films en 3D. C'est aussi l'arrivée dans les salles de cinéma du son stéréoscopique. On commençait à mettre des enceintes partout pour avoir une impression d'immersion dans le film grâce à l'univers sonore. Stereophonic sound. Et c'est surtout l'arrivée du format large. Ce format qui flatte la vision périphérique de l'œil humain, qui nous permet de rendre l'image spectaculaire et qui nous aide à nous immerger dans la vision du réalisateur. Le masque et la plume. Et je vous ai parlé de l'anamorphique et de la 20th Century Fox. Ah, je fais des programmes en anglais. Vraiment, j'arrive plus à dire anglais. Anglais. La Fox achète un brevet militaire déposé par Henri Chrétien. Ce brevet concerne un système optique que l'on retrouve dans les chars d'assaut à base d'optique anamorphosée afin de permettre aux chars d'avoir une vision périphérique de plus grande importance qu'avec des lentilles sphéricales simples. Yeah, ma gueule. C'est-à-dire qu'on sortait un petit peu d'années de guerre difficiles où le génie civil était utilisé dans le militaire. Le principe d'anamorphose est un principe optique qui va permettre de compresser l'image de manière horizontale. Voilà, comme ça maintenant j'ai une belle tête d'œuf, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le principe d'anamorphose. Il est obtenu en mettant une lentille cylindrique devant l'objectif, qui a généralement un rapport de 2:1, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Cela permet de faire rentrer sur la pellicule un espace filmé beaucoup plus grand qu'avec une lentille normale. Eh oui, Jamie, c'est formidable! À la projection, l'image est désanamorphosée à l'aide d'une autre optique anamorphique, mis dans l'autre sens, pour avoir désanamorphosé l'image. Ça coûte pas cher, du coup, parce que ça permet d'utiliser les mêmes caméras, les mêmes projecteurs, et simplement d'avoir à changer l'optique, mais tout ça, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que tu as évidemment regardé, auquel tu as mis un commentaire, un pouce bleu, tu t'es abonné, t'as mis la cloche, etc., 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 etc. Cela permet de créer un rapport longueur-largeur du double
de ce que l'on aurait eu normalement avec une pellicule 35 mm et un objectif sphérique. Voilà, tout simplement quoi. Bah, je veux dire, c'est clair, non? Marque un commentaire si t'as pas compris. Alors, voilà, on va pas se cacher que le fait que la 20th Century Fox détienne un brevet de ce type au tout début de la guerre des formats, ça leur donne un petit avantage certain sur les petits copains, hein. C'est-à-dire que le fait de détenir un brevet qui permet d'obtenir un format large simplement en changeant un groupe optique, sans changer les machines, sans changer les caméras, c'est un petit peu comme si tu avais gagné 5 fois de suite au loto avec le même numéro, quoi. À ce jeu-là, la Fox n'est pas le seul gagnant parce qu'il faut aussi fabriquer les optiques. Et la société Panavision qui arrive là, tout feu, tout flamme, en regardant ça, en disant « Ah bah tiens, nous ça tombe bien parce que l'optique anamorphique, on en fabrique depuis longtemps, ça nous intéresse, et pour la prise de vue sous-marine, bah du coup, bah voilà, si la Fox elle en veut, bah voilà, nous on peut lui fabriquer des petites optiques, tranquillou bilou, et puis voilà, faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et devenir comme ça une boîte de location internationale, développer des optiques et avoir une renommée mondiale et irradier comme ça le monde pendant des années de nos caméras. Et on reparlera évidemment de la société Panavision parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais aujourd'hui on est là pour parler des formats, alors j'arrête de digresser, je me focus et on est reparti. Le défaut des formats panoramiques auquel échappera le 70 mm, hein, parce que le 70 mm, bah voilà, c'est 70 mm quoi, c'est un petit peu l'ancêtre de l'IMAX, le 70 mm. Il y avait peu de caméras 70 mm, ça coûtait très cher à développer, ça coûtait très cher à produire, ça coûtait très cher et on était très peu équipés. Le format prédominant de l'époque, c'était le 35 mm. Et mis à part l'anamorphose de l'optique, l'autre moyen d'avoir des formats panoramiques, et bah, c'était de cropper en fait l'image sur la pellicule à l'aide de petits cadres au moment de la prise de vue, et puis ensuite il fallait agrandir les photogrammes au moment de la projection. Et le problème de l'agrandissement des photogrammes, et bah, c'est que ça dégradait l'image, hein, puisqu'à l'époque, les qualités de la pellicule n'étaient pas celles que l'on a connues dans les années 90 ou début des années 2000, enfin tout du moins lorsqu'on utilisait encore de la pellicule à défaut des capteurs numériques modernes avec lesquels je me filme aujourd'hui. Le format anamorphique de la Fox sera appelé le cinémascope. Et le cinémascope va connaître plusieurs ratios d'images. Le premier format de l'anamorphique, c'est 2/55e. Alors c'est pas tout à fait le double d'un format académique standard de 1/375, hein, parce que si on fait 1,375 multiplié par 2, ça fait 10 séries 1,375 multiplié par 2. 2,75. C'est bien ça. On doit un petit peu cropper dans l'image pour pouvoir permettre la désanamorphose du sujet correctement au moment de la projection, et donc on obtient un format 2/55e. Ce format 2/55e va évoluer lors du passage de la bande sonore optique. Le scope aura un nouveau format de 2/35e pour enfin adopter dans les années 80 et 90 un format définitif de 2/39e afin de faciliter encore une fois la projection du film et la désanamorphose du film au moment de la projection. Alors quand je dis 2/55e, 2/35e, 2 machin, etc., à quoi ça correspond? Ça correspond au format utilisé sur la pellicule, c'est-à-dire la longueur divisée par la largeur multipliée par 2, qui est le résultante de la compression anamorphique. Alors, je reparlerai de la compression anamorphique dans une autre vidéo dédiée au format anamorphique, à la prise de vue anamorphique, puisqu'on a chez SOS Ciné des objectifs anamorphiques capables de filmer sur des capteurs micro 4 tiers, et je vous expliquerai pourquoi le micro 4 tiers a des gros avantages lorsqu'il s'agit de filmer en anamorphique. Et puis, chaque studio va sortir son format du scope avec plus ou moins de succès. Paramount innovera avec le VistaVision. Le VistaVision, c'est simplement reprendre la pellicule 24-36 et la remettre dans le sens de la longueur pour permettre une prise de vue sur une plus grande surface et ainsi avoir un ratio au même titre que celui de la photo de 1,5. Hein, le ratio 24-36, c'est 3/2, soit 1,5. 24 divisé par 36 égale 1,5, 3 divisé par 2 égale 1,5. Tout ça est lié. Les Illuminati dirigent le monde et poète. En fait, le VistaVision, c'est un petit peu l'équivalent des capteurs full frame qu'on a dans nos caméras. Et vous verrez que le Super 35, ça n'a rien à voir. Mais ça, j'explique ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Le problème du VistaVision à l'époque, c'est qu'il faut reconstruire des caméras qui vont permettre de filmer avec ces bandes mises à l'horizontale. Il faut reconstruire des projecteurs afin de lire ces bandes filmées à l'horizontale. Et du coup, ça coûte cher. Du coup, ça demande des gros investissements de la part des cinémas qui font pas vraiment. Et il se trouvera que seulement une centaine de films se verront tourner en VistaVision. Mais c'était le format préféré d'Alfred Hitchcock. Et ça
ça fait que le VistaVision est rentré un petit peu dans les annales, sans jeu de mots, du cinéma. Do you believe in ghosts? C'est aussi le format de prédilection pour les effets spéciaux, et ce jusque dans les années 90, puisque ce format de pellicule plus large permet une meilleure souplesse pour l'intégration des effets spéciaux. Et c'est notamment le format que va choisir George Lucas pour Star Wars. Oh yeah, motherfucker. Je suis ton père. Et cette particularité de pouvoir exploiter le film de manière horizontale va voir l'essor de différents formats, parce que évidemment nativement on peut faire du 1,5, enfin du 3/2, mais on peut aussi avoir un petit rapport de crop pour atteindre du 1,85e, du 1,65e, du 1,55e, enfin faire un petit peu toutes les fantaisies de format que l'on veut. Il y a aussi le Superscope développé par RKO. Voilà, et comme RKO, le Superscope, on n'en a pas beaucoup entendu parler, quoi. Le Superscope, c'est un petit peu l'ancêtre du Super 35 dans sa technicité. Je vous explique. Pour le Superscope, on vire la bande sonore et on va utiliser les 24 mm de la largeur du film sans avoir le crop pour laisser la place à la bande sonore. Le film est ensuite envoyé dans un labo où on va en post-production anamorphoser le film, ouais, les mecs se compliquaient la vie, et ensuite à la projection, à l'aide d'un projecteur spécial, redésanamorphoser le film, tout ça pour avoir un ratio d'image 2:1. Alors bon, le processus est très compliqué, et tout ça c'est pour éviter en fait de payer des royalties à la Fox pour ne pas avoir à utiliser leur principe d'anamorphose standard par optique. Alors le fait de passer par un labo, le fait de devoir avoir un rétroprojecteur, et ben c'est les mêmes problématiques d'équipement que le VistaVision. En plus de ça, bah voilà, RKO n'a pas la réputation de Paramount et n'a pas de réalisateur comme Alfred Hitchcock dans son catalogue, et ça va conduire à un échec assez abrupt du Superscope. Je crois qu'il y a 7 ou 8 films qui ont été tournés dans ce format. Ah, on me dit dans l'oreillette 9. Voilà. Ça tombe bien parce que 9 c'est mon chiffre préféré parce que je suis né un 9 septembre. Ça fait 9-9. Et ensuite, il y a le Techniscope. Alors le Techniscope, c'est un peu le format de la Cinecittà, c'est un peu le format des western spaghetti, c'est un peu le format de la Brute et le Truand, c'est un peu le format des mecs qui ont pas de thunes pour tourner des films. C'est un peu la solution du pauvre, c'est-à-dire que j'ai pas envie de tourner en 16 ou en Super 16, j'ai envie d'avoir un format Super 35, d'avoir un format extrêmement large, et je vais donc aller foutre 2 images sur un morceau de pellicule. Alors le problématique de ça, c'est exactement ce que je vous ai expliqué au début, c'est que au moment de la projection, il faut agrandir le photogramme, et ça donne une image un petit peu brumeuse, dirons-nous, pour rester poli. Alors quand la caméra bouge, ça fait tout de suite... Enfin, voilà, c'est compliqué à exploiter. Mais ça coûte pas cher. Comme nos prix chez SOS Ciné, qui ne sont pas chers pour louer des caméras à petit budget, tout en ayant un service de qualité. Placement produit. Et ensuite, on va parler du Super 35. Le Super 35, c'est tout simplement la pellicule sans la bande sonore. La bande sonore sera rajoutée après. Le son est pris indépendamment de l'image. Je parlais du Superscope, et le premier nom du Super 35, c'était Superscope 235. C'est le même procédé sans l'anamorphose. Le Super 35, il a un petit peu galéré, et puis il a rencontré Tom Cruise. Yeah, I'm Top Gun. Je suis un peu le Tom Cruise de l'Ardèche, moi. Sachez que s'il y a des gens en Ardèche qui regardent cette vidéo, j'adore votre région. Notamment petit, je suis parti en Ardèche faire de la spéléo et du canoë-kayak. Et d'ailleurs, sur un rocher, j'ai attrapé une insolation et j'ai cru qu'il y avait des crocodiles qui voulaient me manger. Du coup, j'ai plus bougé de mon rocher de toute la journée. Et j'avais eu tellement peur que les personnes avec qui j'étais avaient aussi peur et voulaient pas venir me chercher sur le rocher, de peur que les crocodiles que j'avais imaginés me mangent. Voilà. Mais sinon maintenant je vais beaucoup mieux. Le film Top Gun est filmé au scope, hein, le principe d'anamorphose. Mais malheureusement les optiques anamorphiques, eh ben, c'est assez volumineux, et foutre ça dans une carlingue d'avion, c'est pas évident. Alors du coup on a dû foutre des caméras avec des optiques traditionnelles dans les avions, et on a utilisé le format Super 35. Et c'est comme ça que le format Super 35 a connu sa gloire. Le Super 35, ça permet d'avoir une meilleure flexibilité sans perte de qualité dans les formats d'image. Le Super 35 connaîtra le 1/78e, le 1/85e, le 1/66e, enfin bref, tous les formats modernes et standardisés du cinéma. Voilà, que l'on aime, que l'on chérit, qui a bercé notre enfance, et qui berce encore... Voilà.
Et dans les différents pays, les ratios d'image sont standardisés au fil du temps. Évidemment, on va pas s'amuser tous les 4 matins à réinventer des ratios d'image simplement pour plaire à des délires de réalisateurs. Quoique, je vais vous parler très brièvement du Cinémarama. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. On peut pas dire que c'est un succès fulgurant, mais voilà. L'idée, c'était de capter l'action avec 3 caméras de manière synchronisée et au moment de la projection, d'utiliser 3 projecteurs de manière synchronisée pour diffuser le film. Voilà, c'était donc très contraignant au niveau du tournage et très contraignant au niveau de la projection. Autant te dire que les studios étaient pas méga chauds pour financer des délires comme celui-là. Allez, tout le monde au travail! Au travail! En vitesse! Il y a aussi d'autres principes optiques au niveau de la projection qui permettent d'obtenir des formats d'image en utilisant des focales plus ou moins larges afin d'obtenir différents ratios d'image. Et vous voyez que tout passe par l'optique à cette période. Mais de son côté, elle, la télévision, reste dans son format un petit peu carré 4/3, jusque dans les années 90. Je vous le disais, notamment pour une contrainte technique. Dans les années 90, c'est l'apparition du numérique et l'arrivée d'une nouvelle norme, la D2 Mac. Aucun lien avec Apple, hein, fils unique, Karamazov, pyramide. Tu bluffes, Martini. Et cette technologie va permettre de doubler le format de diffusion du 4/3. Alors, si on double le format de diffusion, on va multiplier 4 au 4/3 au carré. Hein. 4 x 4, 16. 3 x 3, 9. C'est l'arrivée du 16/9. Alors le 16/9, c'est un avantage certain par rapport au 4/3. Ça permet de flatter l'œil avec un effet panoramique. Ça permet surtout de faire rentrer les films au format large dans la télévision sans avoir à utiliser les techniques précédentes que l'on a pu voir dans les télévisions 4/3. J'ai nommé le pan and scan. Alors le pan and scan, c'est un peu la boucherie du croppage, hein, si j'ose dire. Là, j'en perds mon mot. C'est-à-dire que le pan and scan, c'est-à-dire qu'il y a un type derrière son écran qui va te cropper les films et qui va décider ce que tu vas voir. C'est-à-dire que, oh bah tiens, lui, le figurant, bah voilà, on va pas le voir, voilà. Hop, voilà, claque dans ta gueule, le figurant, terminez les acédiques, allez, hop, retourne bosser, l'assassin. Pas d'assassin, mon frérot! Non mais d'accord, ok, on touche pas de droit quand on est figurant, ça va, je plaisante. Tout est beaucoup trop sérieux, quoi. Il y avait aussi un autre procédé qui était le procédé d'anamorphose de l'image. Alors ce coup-ci, on te foutait une image anamorphosée dans l'image, dans le 4/3, hein, histoire de compresser tout le monde et de faire rentrer tout ce bordel dans du 4/3, très sympathique. Hein. Voilà, matchant parfaitement la vision du réalisateur pour son film, hein. Tout le monde avait des têtes d'œuf, quoi, c'est formidable. Et enfin, vous la connaissez, il y avait la letterbox. La letterbox, c'était le fait de mettre des bandes noires en haut et en bas de l'image afin de faire rentrer le film au format large dans un format 4/3. Ça vient de là. Voilà. Donc quand Kevin il fout des bandes noires en haut et en bas de son image pour faire cinéma, et bah ça a une histoire. Alors je sais ce que vous me direz. Je suis condescendant en disant ça, en disant que Kevin met des bandes noires. Et vous avez raison. Je suis condescendant. Je me moque de moi en disant ça parce que moi aussi je l'ai fait, j'étais le premier à foutre des bandes n'importe comment. Je me souviens dans les premiers films que je faisais, elles avaient même pas la même grosseur en haut et en bas, les putains de bandes quoi. Mais bon, ça faisait cinéma et moi ça me faisait rêver et c'est ça qui comptait. Ce qui compte c'est se faire plaisir, voilà. Mais alors, comment ça s'est décidé tout ça, tous ces formats, tous ces ratios? Eh bien, on ne fait que effleurer le sujet, puisqu'on pourrait repartir beaucoup plus loin, à la Renaissance, au format des tableaux, ou encore au premier mathématicien grec à 300 avant Jésus-Christ avec Euclidiès et l'apparition du nombre d'or. Mais cette vidéo serait beaucoup plus longue, alors ce que je t'invite à faire, c'est me laisser un petit commentaire pour me dire si t'as aimé, si t'as pas aimé, un pouce bleu, un pouce rouge. Mais essaie d'être gentil parce que quand t'es méchant, ça me fait de la peine.